pour nous parler un tout petit coup en introduction de la fabrique Spinoza, à quoi ça sert et puis quelles ressources ça peut présenter pour nos entreprises. Bonsoir à tous, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je suis là ce soir avec vous. Et puis merci Serge de nous avoir réunis parce que c'est grâce à ton énergie qu'on est tous là. Donc voilà. Donc par rapport à la fabrique Spinoza, moi je suis tombée dans la fabrique il y a déjà quelques années en arrière, on va dire au moins 3 4 ans en arrière. Parce que comme a dit Serge, moi aussi j'ai eu besoin de maturer, de mûrir un petit peu tout ça. Et puis je ne sais plus pourquoi, comment je suis tombée dedans comme ça par hasard. Et puis j'ai tiré les fils et puis j'ai trouvé ça fort intéressant. Donc, en fait, la fabrique, au tout départ, c'était plutôt se présenter comme un think tank, on va dire, c'est-à-dire en influenceur et influenceur aussi au niveau, on va dire, auprès de politiques, pour pouvoir faire en sorte que, alors, de guillemets, le bonheur au travail, mais pas que au travail, puisse être vraiment en moteur aussi de toute l'activité en fait dans les différentes sphères de la société. Donc, avec en première partie en observatoire, ce qu'ils ont appelé un observatoire, qui en fait l'idée au départ c'était de rédiger et de produire régulièrement en sondage avec des rapports qui puissent mesurer en fait l'état, le bonheur au sein des sociétés, des entreprises. Et puis après, de pouvoir montrer et d'avoir un fil pour voir. Et l'idée, c'était de se dire, il y a des lois qui sont votées et qui sont érigées ici en France, et de se dire dans quelle mesure toutes ces lois qui sont proposées à l'Assemblée et après au Sénat ont une certaine influence sur le mode de vie, sur le plaisir, sur, en guillemets, le bonheur des citoyens. Donc, avec des interventions au niveau politique, comme j'ai dit, et puis après, d'une façon beaucoup plus large. Donc, ça, c'est toute la partie, on va dire, observateur Spinoza. Et puis, les gens de la fabrique, vraiment le noyau dur, s'est dit, il faut aussi qu'on le pratique, qu'on pratique aussi en entreprise et qu'on le diffuse. Donc, c'est ce qu'ils ont appelé la partie action, action Spinoza, où effectivement, là, on est plus dans de l'intervention, accompagnement pour transformer dans les entreprises, à l'hôpital, à l'école, vraiment plus en termes de conseils et d'accompagnement. Et puis après, toute une autre partie qu'ils ont appelé ça bonheur, passeur du bonheur, c'est pour pouvoir irriguer justement des bonnes pratiques, des réflexions. C'est un petit peu ce qu'on fait là ce soir, nous tous ensemble. Et en fait, plutôt des passeurs. Donc, on est plutôt des passeurs de bonheur. Et donc, tout ça réuni, ils se sont dit, en fait, on ne peut pas dire qu'on est juste en think tank, on va dire plutôt qu'on est en mouvement, parce qu'ils souhaitaient que ce soit beaucoup plus large et que justement, toute cette base, que ce soit plutôt en réseau, avec des initiatives qui sont prises sur tous les territoires et des gens qui ont envie de s'approprier, de discuter de ces thématiques, de s'en approprier. Donc, à l'initiative de ce think tank fut au départ, c'est Alexandre Jost, que vous avez déjà sûrement dû suivre pour les personnes qui sont déjà bien sensibilisées à cette thématique. C'est lui qui a créé, en fait, qui a l'initiative de la fabrique Spinoza et qui s'est après entouré de pas mal de personnes. Donc, en fait, comme je vous ai dit, là, nous, on parle aujourd'hui sur la question du bonheur au travail, mais effectivement, il y a les questions dans travail, emploi, éducation et formation. Alors ça, c'est vrai que c'est une thématique que je n'ai pas pu mettre en place. J'aurais voulu mettre ici dans mon village avec l'école et puis des enseignants pour savoir comment est-ce qu'effectivement on peut faire réenchanter quelque part l'école aussi, parce qu'il y a des enfants qui souffrent à l'école et puis aussi des profs. Faire comment, comme tout ça, ça peut toujours être un peu mieux. Environnement, territoire, on dit philosophie et sciences du bonheur, donc pour pouvoir aller réfléchir un petit peu plus loin aussi. Tout ce qui est santé, sport, loisirs, réenchantement, citoyenneté, donc plein en fait, de communautés ou alors de champs d'intervention selon en fait les thématiques que les gens ou les personnes de la communauté veulent se saisir. Et en fait, effectivement, le mouvement dès le départ avait une reconnaissance, on va dire, institutionnelle.
notamment auprès des Nations Unies. Et puis, comme je vous ai dit, au niveau, ne serait-ce qu'il y a des rapports et des choses qui ont été versés dans des commissions, notamment au Sénat. Et puis aussi, appuyer avec, toujours en comité, on va dire, en comité de sages, pour être sûr que le mouvement reste toujours un peu dans la bonne philosophie, avec, avec comment ça s'appelle, Frédéric Lenoir, par exemple, avec Ricard, avec donc pas mal de personnes quand même pour pouvoir être sûr qu'on est toujours dans le droit chemin. Et puis avec, comme je vous ai dit, la volonté toujours de produire aussi, de produire des documents, des rapports qui peuvent être, qui sont distribués et qui sont disponibles sur le site et disponibles vraiment très largement. Donc, comme je vous ai parlé du mouvement du bonheur citoyen, c'est vraiment la partie observatoire Spinoza. Donc, vraiment de faire du lobbying, de faire de la veille, de produire des études. Là, sa partie action Spinoza, on va dire plutôt des conférences, des diagnostics, de la formation, du conseil. Et puis nous, le mouvement, on va dire, les passeurs du bonheur, avec ce que, par exemple, cette réunion de ce soir qui y contribue. Donc, partout un petit peu sur le territoire, donc Besançon est bien fléché et répertorié. Après, c'est à nous de le faire vivre et de le faire vivre de façon… Et même, on peut même le faire vivre et de produire des idées, effectivement, et de produire des idées qui peuvent être après partagées, ou alors des bonnes pratiques, ou de montrer ce que nous, on peut faire sur notre territoire et de le partager après avec d'autres territoires, avec d'autres personnes et de se faire des liens avec en réseau en France. Et donc, l'idée, c'est que quand même qu'on ait un socle de tous de valeurs communes autour de ça, qu'on ait une charte pour qu'on fonctionne et qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon, effectivement, parce qu'on a tous des spécificités, mais qu'on a vraiment des valeurs qui nous retrouvent. C'est-à-dire, comme et faire et tout ça, vous pourrez le retrouver, c'est des valeurs communes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de vraiment vous pouvez les retrouver après sur le site. Donc, comme je vous ai dit, plusieurs groupes, plusieurs thématiques, la créativité, la démocratie, l'éducation, le bonheur et entrepreneuriat, ça c'est vraiment aussi beaucoup d'actualité hein, quand on parle aussi de travail et d'entrepreneuriat. La jeunesse, comment est-ce que les jeunes peuvent être heureux maintenant, et je pense que même quand on parle bonheur et jeunesse et bonheur, travail et jeunesse en plus, je pense qu'on a des choses qui sont en mutation actuellement. Spiritualité, sagesse, en entreprise, bonheur et art, des problèmes de bonheur et santé. Donc, pas mal de choses qui sont en lien vraiment avec des thématiques et puis des aspirations dans la société. Et après, toutes les initiatives qui viennent des territoires sont bonnes, comme celle-ci par exemple aujourd'hui, des apéritifs, quand on peut tous se retrouver, hein, puisque là du coup, avec le confinement, c'est encore plus difficile de se retrouver. Et puis, qu'est-ce que je veux dire oui, comme je vous ai dit, il y a la possibilité, nous, d'inventer de notre communauté, de faire ce qu'on a envie, de produire des documents ou de participer à la production aussi de documents et d'échanger des bonnes pratiques. En gros, voilà un peu ce que je voulais dire sur la fabrique Spinoza. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. D'accord. Manuela, est-ce que tu pourras mettre dans le chat le lien sur le site de la fabrique pour les gens qui ont envie d'y aller? Voilà, je vous promets qu'il y a beaucoup de ressources qui sont accessibles en libre accès. C'est des vraies réflexions intéressantes qui sont menées, quoi. Alors, je voulais juste peut-être revenir sur les trois valeurs piliers qui sont qu'on va retrouver, je pense, tout au long de la discussion et des conversations d'aujourd'hui. La liberté. Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs désirs, mais ignorants des causes qui les déterminent. L'altruisme. Par le commandement de la raison, les hommes accomplissent nécessairement les actions qui sont bonnes pour la nature humaine et donc pour chaque homme.
et la citoyenneté, l'homme est en Dieu pour l'homme. Ce sont un peu des citations qui reviennent de Spinoza et qui viennent quelque part renforcer les vrais piliers et les valeurs de la fabrique. Voilà. Merci, merci. Ça y est, j'ai trouvé le lien, je mets le lien à tout le monde, vous aurez les ressources. Thierry, tu nous racontes pas toute l'holacratie de la préhistoire à aujourd'hui, mais c'est quoi ce truc quand même? Je vais vous parler un petit peu de l'holacratie en vous expliquant un petit peu comment on y est arrivé, ce qu'on en ressort, qui on est aussi, parce que tout le monde ne me connaît pas quand même. Déjà, j'aimerais bien commencer en fait en disant que par rapport à l'actualité, hein, l'actualité maintenant qui dure depuis 6 mois, le Covid, pour nous, il n'y a eu aucun impact organisationnel ni de gouvernance sur ce Covid. Sachant que notre organisation, on est une équipe de 30 personnes, la moitié donc sur Montpellier, un tiers des l'équipe qui était déjà depuis longtemps en home office, et puis le reste de l'équipe sur un bureau à Paris, hein, en termes d'organisation. Donc voilà, deux sites principaux, et puis des personnes qui travaillent en domicile. Covid, confinement, bon, ok, ça n'a aucun impact. Au niveau management, je dirais, pour ceux qui étaient en présentiel, hein, parce que c'est eux qui ont eu le plus, on va dire, d'impact d'organisation, parce qu'ils se sont retrouvés en télétravail à 90%, hein, d'entre eux, pareil, hein, pas eu d'impact. Voilà. Donc ça, je te donner un petit peu une introduction par rapport à l'actualité. Donc, qui on est donc 30 personnes depuis 30 ans. J'ai créé cette société. On est éditeur de logiciels dans le domaine de la gestion des risques. Alors, tout type de risques, hein, donc l'aspect santé et sécurité au travail, donc la pandémie, les risques psychosociaux, on est en plein dedans, mais tout ce qui est risque aussi industriel, produits, process, tout ce qui est risque liés au référentiel d'assurance qualité, hein, les ISO 9001 et toutes ces déclinaisons sectorielles. Donc, on a aussi la notion de risque-opportunité. Donc, voilà notre cours de jeu, on va dire, et sur tout secteur. En fait, hein, on est aussi bien dans les secteurs industriels que services et collectivités territoriales. Alors, je suis effectivement, j'ai été sollicité là par Serge, je te remercie, pour ce soir. On sait qu'on se connaît depuis quelques temps autour de cette thématique. Il y a 4 ans, à peu près 4 ans, hein, je me suis posé en fait un certain nombre de questions. Bien sûr, on se pose beaucoup de questions en tant que chef d'entreprise, mais là, c'était sur notre capacité en fait à intégrer des nouvelles recrues dans les nouvelles générations dans l'entreprise, et ça, c'était une vraie thématique, une vraie problématique. On a eu à cette époque-là aussi un premier cas et un seul cas unique de cas toxiques, on va dire, de personnes qui ont pollué les relations dans l'entreprise. Et ça a fait vraiment électrochoc, on va dire. Et se dire, voilà, ces nouvelles générations là, qui arrivent, elles ont visiblement d'autres besoins, d'autres attentes, et on ne sait pas forcément bien les accueillir. Et puis, Thierry, tu peux t'approcher à peine de ton micro parce que le son il est un petit peu haché. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde. Ouais. D'accord. Et comme ça va mieux? Ouais, c'est pas mal. Ouais, d'accord, désolé. Voilà, premier point, c'était effectivement l'aspect recrutement, on va dire, des nouvelles générations. Et puis également, là, c'est des préoccupations permanentes dans chaque entreprise, donc rendre notre organisation plus efficiente et rentable, hein, clairement. Ça, c'était des questions qu'on a bien sûr à l'ordre du jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que c'était rendre plus transparente notre organisation. Les nouveaux qui arrivaient ne se sentaient pas à l'aise, avaient l'impression qu'on leur cachait des choses, alors que ce n'était pas du tout le cas. Mais en tout cas, c'était quand même un constat, parce que les choses n'étaient pas visibles. Pas visibles, pas lisibles non plus. Même si tout se disait, il n'y avait pas spécialement de porte fermée dans les bureaux, pas forcément de bureau non plus. Mais n'empêche que c'était quand même un constat. Et l'idée, donc, c'était bien de permettre de fidéliser les collaborateurs,
Euh, et ceux qui se sont impliqués dans cette démarche, donc vraiment, l'idée, c'est de se dire qu'il n'ait pas envie de partir pour aller dans d'autres structures en termes d'organisation plus, on va dire, classique. Hein, et ça, je sais que c'est un résultat aussi, c'est une réussite. Parce qu'on le voit bien, on est dans un secteur qui, je dirais, où les jeunes démissionnent des sociétés sans même avoir de job derrière, parce qu'ils savent qu'ils en retrouveront tout de suite. Hein. S'ils sont un petit peu mobiles géographiquement, ce n'est pas un souci. Voilà, bon, depuis qu'on a mis ça en place, on n'a plus ce turnover-là du tout. On a des collaborateurs qui s'en vont, alors qu'ils s'en vont, en fait, pour donner un dernier exemple, en fait, qui s'en vont au bout de la France, mais qui restent dans la société. Donc là, on en a deux là, qui partent, donc c'est mari et femme, des développeurs. Ils partent dans 10 jours, enfin, dans 15 jours, en Bretagne, à la pointe du Raz, donc complètement à l'autre bout de France. Ils restent dans la société, on sait fonctionner avec eux, pas de problème. La question, je reste, ça n'a choqué personne et ça n'a pas bouleversé notre organisation. Puis donc, ce que ça voulait dire aussi dans cette mise en place, je dirais, de notre nouvelle organisation, c'était de responsabiliser les collaborateurs, hein, pour les sortir aussi de leur zone de confort, un petit peu quand même, d'une entreprise familiale. Hein. Entreprise familiale, c'est un peu facile si on est salarié. Hop, on a une question, un souci, allez, on va voir le patron, et puis c'est lui qui doit faire, qui décide. C'est un peu facile. Voilà. Alors, tu as prononcé effectivement le mot, Serge, d'holacratie. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de management, hein, une organisation, une gouvernance qui est basée sur le monde du vivant. Le monde du vivant, c'est-à-dire les cellules, les organes, ont tous un rôle hein, bien particulier. Ils ont une autonomie pour remplir ce rôle. Ils le font très bien. Mais tout seul, ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire ils ont besoin des autres pour le but ultime, qui est la réussite finalement de l'individu. Donc c'est vraiment complètement le monde du vivant. Et là, en l'occurrence, l'individu, c'est l'entreprise morale Nolens. Et donc chacun va se retrouver dans des rôles avec cette autonomie, ce pouvoir de décision. Voilà. Donc ça, c'est le fondement. Hein. Il n'y a pas de hiérarchie. Hein. Donc là, les cellules, il n'y a pas une hiérarchie. Hein. On va dire le cœur, ouais, c'est le plus important. Non. Ok, bien sûr, s'il n'y a pas de cœur, on ne va pas bien loin. Mais on peut dire la même chose de beaucoup d'autres organes. Donc, ce n'est pas une notion de hiérarchie, c'est vraiment des interactions et chacun a son autonomie. Une autre façon de le lire, c'est celui qui fait, qui sait. D'accord ? Et pas la hiérarchie. Alors, bien sûr, dans les cas de certaines entreprises industrielles, celui qui est le chef avant, il faisait. Parce qu'il faisait bien, il était chef, et puis finalement, il n'a peut-être pas les qualités pour être chef, pour être manager. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais aujourd'hui, en tout cas dans les secteurs comme les nôtres, du service, on n'est pas dans cette mouvance-là, puisque il y a des gens qui sortent des diplômes avec un peu d'expérience autre, mais on n'a pas forcément franchi un certain nombre d'étapes dans la même entreprise pour devenir manager. Donc, celui qui fait, c'est lui qui sait. Donc, il faut en fait lui donner un espace de liberté dans son rôle. C'est lui et lui seul qui a autorité, on parle de notion d'autorité, hein, et pas de hiérarchie. Hein. C'est lui qui a autorité pour agir, pour décider. Et ça, les anciens managers, ou moi, on a un certain nombre on doit avoir un certain nombre de réflexes quand on nous pose des questions. Non, je ne te réponds pas, même si je sais, à la limite, je ne vais pas le dire, mais je n'ai pas l'autorité pour. Alors, quand on recrute un nouveau, c'est un petit peu surprenant parce que, alors, des nouveaux, des jeunes, pas de problème. Des gens qui ont travaillé dans d'autres entreprises, c'est des fois un peu plus compliqué. Voilà. Donc, chacun a la liberté et le pouvoir de s'organiser en créant de la valeur ajoutée, on en a parlé aussi un petit peu, qui est attendue par ses clients. Alors que ce soit les clients, on va dire les clients externes, hein, les vrais clients, mais aussi les clients internes. Et ça, cette notion de client fournisseur,
c'est effectivement quelque chose qu'on est en train de mettre en avant un peu plus pour, je dirais, un petit peu bien dynamiser, continuer à faire vivre un petit peu tout ça et aller encore plus loin. En fait, chaque personne, chaque rôle va gérer sa petite entreprise, comme le disait Bachung. Voilà. Il doit gérer sa petite entreprise. Alors, ce n'est pas facile pour tout le monde de gérer son entreprise. On n'est pas câblés tous comme ça. Donc, il y en a pour qui ça marche mieux que d'autres, mais c'est ça l'esprit. Thierry, tu as une question que tu es posée, mais je vais aller sur les écueils de la part des collaborateurs que tu as pu rencontrer, mais je vais la globaliser parce que c'est souvent une question qu'on se pose dans ce cadre-là, c'est-à-dire que est-ce que tous les collaborateurs sont adaptés à ce type de management? Est-ce qu'ils ont tous réussi à le faire? Et en gros, est-ce que ce n'est pas réservé à une élite qui a déjà une appréhension du pouvoir et de l'autonomie, quoi? Alors, du pouvoir, non. De l'autonomie, oui. Donc, certains, effectivement, préfèrent rester dans un cadre, on va dire, maternel. On me dit ce que j'ai à faire, je le fais, et puis voilà. Mais finalement, dans l'équipe, on est 30 personnes. Ce n'est pas tous des ingénieurs informaticiens. Il y en a 6 sur les 30. Mais on a toutes les fonctions de l'entreprise. La personne qui fait l'organisation, la logistique, l'accueil téléphonique, ce genre de choses, est très bien rentrée dans ce jeu-là aussi, sans être quelqu'un qui sort d'études Bac+5, par exemple. Donc, alors après, dans l'équipe, concrètement, on va dire que sur 30, il y a 2 personnes qui ont du mal à rentrer qui restent en retrait. Voilà, on accepte. Elles ne font pas barrage non plus. Elles ne mettent pas de bâton dans les roues. Mais bon, voilà, elles n'embarquent pas dans le système. Bon, voilà, on le sait, c'est comme quand on discute avec les personnes qui nous ont formés à l'holacratie, parce que ça, on ne fait pas tout seul, il faut être coaché. Je dirais, c'est un petit peu, moi, les difficultés que je remontais, parce que je trouve que ça va pas assez vite. Bon, voilà, mais dit, oui, mais c'est toi l'entrepreneur. Donc, si tout le monde était entrepreneur comme toi, il ne serait pas salarié à Nolens. Voilà. Donc, il faut juste en avoir conscience. Mais il n'empêche qu'ils y contribuent et fortement. Et bon, vraiment, on a réussi à embarquer pas mal de monde. Après, moi, je ne peux pas parler pour d'autres secteurs d'activité. Je n'ai pas cette pratique-là, bien sûr. Alors après, juste un dernier petit mot, peut-être, puis pour laisser la parole à Axel après. Par rapport à l'holacratie, tu l'as dit aussi, c'est effectivement la particularité, c'est que c'est un système qui est très structuré, très structuré, très formalisé, et qui permet justement de donner la parole équitablement à chacun, sans palabres, donc, si vous voulez, quand on est en réunion, qu'on discute, il y a ceux qui prennent la parole tout de suite, avant même qu'on ait fini de parler, d'expliquer le problème, qui réagissent, ils sont gains, puis d'autres qui n'osent pas prendre la parole, qui auraient bien envie de dire des choses, et puis qui finalement, comme ça part dans tous les sens, à la fin, ils n'ont rien dit. Et ça, vraiment, la démarche holacratie permet d'éviter ce problème-là, et c'est vraiment fort. Ne serait-ce que par des petits trucs, quand on est en réunion, de faire d'abord un petit tour, non pas de réaction, mais on va demander des compléments d'explication, donc surtout pas de réaction. Ça laisse le temps, et en fait, quand on fait le tour de réaction, il y a la moitié de moins de réaction que si on avait laissé tout de suite les réactions. Parce que on a laissé un petit peu du temps, un petit peu de recul, et puis du coup, on est bien plus efficace. Voilà. Tu parlais de ton impatience et tu parles du temps, et on a une question toute simple, c'est combien de temps tu as mis pour basculer dans ce mode de management? Merci Christelle pour la question. Comment ça s'est fait? Alors, bon, moi déjà, j'ai suivi une petite séance. J'ai regardé un certain nombre un peu de littérature. Une journée, je crois, sur Paris. C'était juste une journée ou une demi-journée, même, pour voir un petit peu ce que c'était, un peu plus. Après, moi, j'ai vraiment eu envie d'y aller. On a fait une séquence de 2 jours de formation pour on va dire, les piliers de l'entreprise, c'est-à-dire les salariés qui sont là depuis un certain temps, qui sont aussi actionnaires de l'entreprise. Donc, ça représentait, on va dire, 6 personnes. C'était dans les 3 mois qui ont suivi. Et puis, à partir du moment où
je dirais, il n'y avait pas de frein. Il y a eu des questions, bien sûr, des questionnements, mais qui n'étaient pas des blocages. Ben, on a dit, OK, go, on y va, quoi. Et donc, le go, on y va. L'étape d'après, quelques mois après, c'est on forme toute l'entreprise et puis on passe 2 jours avec des personnes qui nous forment, qui nous mettent en route le système. C'est à la fois la formalisation, le encodage de notre organisation et puis le mode de réunion qu'on doit avoir. Il y a 2 types de réunions. Des réunions où on doit synchroniser toutes les semaines dans différentes équipes. On a des projets, on fait le point, on fait la situation et puis on se synchronise. Et puis des réunions mensuelles, généralement, enfin nous, en tout cas, c'est ce rythme-là qu'on a, de gouvernance, où on change l'organisation. Donc tout le monde a le droit de changer l'organisation, créer des rôles. Voilà, ça ne passe pas par moi. Donc ça, c'est intéressant. Et quand je vais dans la représentation de notre organisation, je découvre, alors pas tous les jours, mais des fois des rôles, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Après, on rentre dans les détails en regardant un petit peu la raison d'être, les redevabilités, je comprends un peu plus, mais qui se créent parce qu'ils ressentent le besoin dans leur organisation, et c'est très bien comme ça. Donc, la mise en place, voilà, je vous dis, il y a 4 ans, on s'est posé cette question, on a enclenché le système, le processus en janvier 2018, donc ça ne fait pas tout à fait 3 ans, mais ça va bientôt faire 3 ans. Et ça tourne, on est accompagné pendant 3 mois. Voilà, donc ça s'est mis en place assez rapidement. Alors pour nous, ce qui était important aussi dans cette démarche, c'est qu'il y avait un support, une digitalisation. Puis vous comprenez un petit peu, tout le monde comprend maintenant l'importance de tout ça, avec Zoom par exemple, avec le télétravail. Mais comme on était déjà répartis sur finalement 8 sites à peu près, entre les 2 sites principaux, Pontarlier-Paris, mais les gens qui travaillaient en home office, il y avait un besoin d'un support pour partager, pour faire ces réunions avec l'espace, encore une fois, de discussion, d'échange attribué à chacun. Donc sans ce type d'outils de partage et structuré, où on saisit l'information directe, on finit la réunion, on a tout le compte-rendu, il n'y a rien à faire. Le compte-rendu arrive automatiquement, ça aurait été impossible. OK. Serge, est-ce que tu me permets de prendre la parole? Oui, bien sûr, Yvon. Oui, je voudrais juste prendre la parole derrière Thierry, que je connais depuis très longtemps aussi. Et c'est vrai qu'on a suivi Thierry et d'autres entrepreneurs qui s'étaient engagés dans des démarches de libération dans le cadre du club qui a vécu quelques années au MFQ. Et moi, j'ai beaucoup profité des conseils de Thierry, particulier d'abord quand on l'écoutait sur ce qu'il nous racontait sur ses aventures, mais aussi parce que j'ai eu des entretiens avec lui personnellement. Et je peux dire que moi, je suis un fanat de l'entreprise libérée et de ce principe, ce concept, et j'ai beaucoup profité des conseils de Thierry dans 3 directions, en fait. La première direction, c'était, alors en fait, il y en a 2, mais les 2 premières sont à peu près mêlées. Moi, je suis un de mes fonds de commerce, c'est les accompagnements ISO, et j'ai voulu démontrer qu'une démarche de management de la qualité, c'était un bon tremplin pour libérer son entreprise, malgré ce qu'on peut entendre sur l'inverse. Et c'est vrai que, comme le disait Thierry tout à l'heure, si on comprend bien la démarche processus d'une démarche qualité ISO, ce sont des mini-entreprises, c'est un petit peu à l'instar du corps humain, des fonctions qui sont indépendantes, qui sont des mini-entreprises. J'ai beaucoup apprécié aussi et j'ai mis en place ce que me disait Thierry sur la notion de redevabilité, c'est-à-dire de résultat des données de sortie des processus. Voilà, ça c'était une première chose dont j'ai beaucoup profité en écoutant Thierry. Ça m'a permis de faire un parallèle et de faire ce tremplin. Et dans cette démarche aussi ISO, où on est embêté par tout ce qui est événements indésirables, irritants, j'ai pratiqué la technique de l'holacratie que m'avait expliqué aussi Thierry, qui consiste à faire des réunions où on demande aux gens de ne pas réagir immédiatement, mais on leur demande de s'exprimer d'abord, d'apporter des compléments, et c'est extrêmement efficace. Et 80% des problèmes et des irritants disparaissent avec cette technique-là. Donc, on peut profiter beaucoup de cette notion d'entreprise, enfin, de ces principes et des outils dans d'autres secteurs d'activité qui n'ont pas toute cette ambition de libération, mais qui veulent quand même améliorer leur performance durable. La deuxième ligne, et je serai bref, c'est que je suis aussi concepteur de jeux, et dernièrement, j'ai fait un jeu sur la qualité de vie au travail, et c'est vrai que la qualité de vie au travail, c'est un des piliers de l'entreprise libérée, et là encore, j'ai profité de tout ce que m'avait dit Thierry, parce que je pense que le bonheur, c'est un concept qui est très élevé. Je pense qu'on peut déjà
améliorer beaucoup de choses avec des éléments très simples. J'utilise souvent une enquête qui avait été faite par les Échos il y a 2 ans sur la qualité de vie au travail, où on expliquait, enfin, après avoir interrogé plus de 2500 personnes, il en sortait que 57% des salariés interrogés disaient que l'ambiance au travail, donc on cherche un peu plus de bonheur, serait améliorée si leur patron disait merci, bonjour et au revoir. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de principes qu'on peut mettre en place sans aller chercher des trucs compliqués. Voilà. Donc, merci Thierry. Et voilà, je suis vraiment un fanat. J'attends avec impatience l'intervention d'Axel. Merci. On pourra rester faire un after pour échanger après, parce qu'il y a plein de questions qui arrivent du coup. Juste avant de donner la question à Axel, un petit point sur le quiz sur Bicast est en train de tourner. Il y a déjà la moitié d'entre vous qui ont répondu, donc l'autre moitié, vous pouvez en profiter. On arrêtera le quiz à la fin de l'intervention d'Axel et on verra qui a gagné. Axel, vas-y, à toi. Je te sens impatient depuis un moment, tu trépignes sur ta chaise. Bien, bonsoir à tous et à toutes, bien sûr. Merci à toi, Serge, de nous accorder un temps d'échange, parce que les temps d'échange qu'on peut avoir dans ces modes de management innovants sont quand même relativement restreints, même si on en entend beaucoup parler, mais échanger avec des gens qui pratiquent. Voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce que moi j'ai mis en place et surtout la démarche. Alors, moi, j'ai commencé par une démarche qui est pas du tout structurée. En fait, j'ai été salarié classiquement dans l'industrie pendant 25 ans et j'ai toujours rebondi. J'ai rarement fait plus de 5 ans dans les entreprises pour différentes raisons et notamment une où je me sentais pas à l'aise par rapport à l'organisation, les organisations qui étaient en place. Donc, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et j'ai racheté donc une société dans le bâtiment qui était basée à Pontarlier, qui était l'entreprise Guyon. C'est vrai que je suis rentré tout de suite dans le vif du sujet, que je dirige aujourd'hui. Bon, enfin, je vous ferai un petit historique. Donc, une entreprise classique hein, du BTP, comme on peut en trouver, qui avait été créée par Monsieur Guyon en 1976 et qui avait 14 salariés. Et donc là, j'ai décidé quand même d'être inactif pendant 2 ans, enfin, d'observer, de comprendre, de manière à me dire comment, par rapport aux personnes avec qui j'étais, que j'avais repris, comment j'allais pouvoir mettre en place une organisation qui corresponde à mes attentes. Et en tous les cas, ce que j'ai intrinsèquement au fond de moi. Et donc là, j'ai commencé par réunir tout le monde et en leur demandant ce qu'ils attendaient en fait de leur entreprise, de leur patron, quelles étaient les valeurs au sein de l'entreprise, etc. Donc là, première réaction des salariés quand vous mettez des gens de terrain en salle des réunions, déjà ça n'a pas été, ça a été un choc. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi faire, enfin bon voilà. Et là, ce qu'il est ressorti de cette première réunion, c'est que les gens aspiraient à de l'autonomie, de la confiance, de la responsabilité, etc. Et donc, à partir de là, on a décidé de créer une charte avec les 10 mots qui étaient les plus forts, à partir de laquelle on a fait une seule phrase et qui représente en fait la base même et le fondement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on embauche quelqu'un hein, pour l'entreprise, on lui dit, ben voilà, regarde, là tu as ton contrat de travail, ça c'est la législation, on ne peut pas passer outre. Par contre, regarde, on a une charte qui est simple et tu dois la signer et y adhérer. Pour ça, on va te laisser du temps, voilà. Tu as quelques temps et une fois que tu l'as validé, il faut que tu sois en adéquation avec ce que nous on est et ce qu'on a envie d'être. Et donc les gens, ça permet d'avoir un référentiel et à partir de là, eh ben, de rappeler aux gens s'il y a déviance qu'ils ne sont pas dans le référentiel. Donc voilà, ça a commencé comme ça, et de fil en aiguille, donc on a décidé aussi de travailler, donc toujours avec les collaborateurs, hein, tous, quelle était un peu la structure, comment on voulait travailler les uns avec les autres. Et ce qu'il est ressorti aussi, ça, assez rapidement, c'était que les gens, donc, par rapport à la première étape où ils demandaient de l'autonomie et de la reconnaissance, qui voulaient plus systématiquement
quelqu'un qui leur dise ce qu'il fallait qu'ils fassent et comment ils le fassent. Et là, je rejoins Thierry où tout à l'heure, je rebondis sur le fait que, effectivement, une de nos devises, hein, on en a plein, mais c'est celui qui fait qui sait. Et donc, les gens assument leur autonomie et leur responsabilité au travers de ça. C'est toi qui as le chantier, c'est toi qui fais le chantier, donc pas de problème, c'est toi qui décides de comment tu vas mettre en œuvre. Voilà, hein. Donc attention à la notion quand on parle, enfin l'entreprise libérée, on ne fait pas ce qu'on veut, mais on s'organise comme on veut. Et là, la notion est vraiment fondamentale, surtout quand on veut faire passer des messages. Voilà. Par exemple, moi, dans mon expérience, au début, j'avais tendance à plutôt aller dans cette voie-là. Vous faites comme vous voulez. Vous savez, au début, la première vague, on est dans l'engouement. On va libérer l'entreprise, bonheur au travail, voilà. Et puis vous allez faire ce que vous voulez. Donc, au début, ouais, certains ont fait vraiment comme ils voulaient, quoi. Voilà, donc là, recadrer un petit peu, et puis voilà, pour rejoindre aussi ce qu'a évoqué Yvon, la notion de bonheur qui semble être forte, et sur laquelle, alors j'avais nommé une... Alors je vais vous citer plein d'anecdotes, hein, parce que comment j'ai construit ça. Donc avec ma principale collaboratrice, je lui avais dit, tiens, ça serait bien que tu fasses un peu ce lien, et que tu sois la responsable du bonheur, puisque à un moment donné, la happy chief manager, comme disent les anglo-saxons. Et un jour, j'ai vu qu'elle n'était pas bien. Et je lui demande ce qui se passe, et voilà, elle m'explique que ça allait pas trop, et elle m'explique même que pour elle, c'était difficile de s'occuper des autres. Et c'est là que je me suis rendu compte, je lui ai dit, mais effectivement, si on la nomme responsable du bonheur, qui s'occupe de son bonheur à elle? Voilà. Donc j'ai fait un petit peu marche arrière, et aujourd'hui on parle plutôt de QVT, de bien-être au travail, et on s'attache en tous les cas à ce que chacun des collaborateurs, chacun d'entre nous se sente bien dans ce qu'il fait. Et, euh, et donc moi, en tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, j'ai plutôt un rôle qui est un rôle de coordination, d'animation de, de, de toute cette collectivité, où chacun assume pleinement son rôle et le réalise. Et donc, voilà, tous les jours, on amène à des nouvelles choses. Alors nous, on n'a pas d'organisation, hein. C'est pas très structuré. Ça s'est fait d'une manière un peu informelle, mais par contre, les gens sont de plus en plus demandeurs. Exemple, toujours pareil, un jour, voilà, on était en réunion, et puis une réunion annuelle où on discutait de tout, hein, tous les thèmes, etc. Et un des collaborateurs dit, tiens, ça serait bien, pourquoi on a encore des horaires? Alors oui, la question, bah oui, c'est vrai. Pourquoi des horaires? C'est quoi le sens en fait des horaires, quoi? Est-ce que c'est important? Qu'est-ce qui est le plus important dans le travail? C'est d'arriver à l'heure ou de faire bien son travail? Alors je ne vais pas vous cacher que moi au début j'ai été un peu surpris, enfin interpellé en tous les cas, et en fait à aujourd'hui, ben, les gens n'ont plus d'horaire de travail. Voilà. Enfin, fixé. Alors malheureusement, il y a la législation, et ça c'est la limite quand on veut développer un mode de management libéré, c'est que ben, on est obligé d'afficher quand même un règlement en disant qu'il y a voilà, tant d'heures par jour, 45 minutes de pause le midi, etc., etc. Mais en tous les cas, dans le fonctionnement de tous les jours, chaque technicien s'organise comme il le souhaite. Certains veulent démarrer de bonne heure à 6h30. Alors on a mis une plage mini et maxi, hein, parce que justement, par rapport à la législation, et dans cette plage horaire, chacun s'organise comme il veut, à condition que par rapport à ils ont des chantiers à faire, et bien évidemment, les gens ne viennent pas la nuit ou ne viennent pas le week-end, hein. Voilà, c'est le cadre, il est là, c'est qu'on a besoin de travailler en coordination avec d'autres corps d'État. Voilà, donc on avance petit à petit, et en fait je dirais que les process se mettent en place chez nous, alors d'une manière qui est vraiment complètement informelle, et par rapport aux besoins et aux ressentis des gens. Euh, Autre exemple, chez nous par exemple sur l'outillage, ou autre, hein, ou tout ce qui est voiture, je valide pratiquement pas grand-chose. J'ai pas honte de le dire. Par exemple, pour l'outillage, il y a un référent chez nous qui prend toutes les doléances par rapport aux besoins sur les chantiers, hein. Quand on fait les retours d'expérience de chantier, bah ça, si on avait eu tel ou tel outillage. Et donc, il y a des groupes de travail qui se forment aux besoins,
et qui définissent en fait un besoin d'outillage parce qu'il est manquant. Et donc ils achètent de l'outillage. Voilà. Donc, parce que je pars du principe que les gens n'achètent pas des choses dont ils n'ont pas besoin. Voilà, donc, hein, et c'est là où justement la pleine autonomie et responsabilité. Un jour, pareil, une autre anecdote, le responsable du garage Peugeot m'appelle et me dit je te remercie pour les voitures. Je lui dis ouais, bah, peut-être, sans doute. Bah, il dit oui, tu viens d'acheter 5 voitures. Ah bon, bah, j'ai dit tu me la prends. Voilà. Ok, donc voilà, j'ai pas validé du tout. Puis effectivement, enfin, je veux dire, ma collaboratrice, elle achète pas des voitures pour faire plaisir aux gens, quoi. Je veux dire, voilà, parce que les gens en ont besoin. Bon, c'était des renouvellements, etc. Donc, elle a profité aussi pour optimiser tout ça. Mais enfin, voilà, donc je valide pas grand-chose. Je m'attache surtout. Mon rôle là aujourd'hui, c'est je m'attache à faire en sorte et à attentionner à ce que les gens disposent des meilleurs moyens et disposent la pleine mesure à la fois psychologique et physique et les moyens humains pour pouvoir faire les choses pour lesquelles ils le font. Euh, alors ça va, là, je vais dire des choses qui risquent de choquer. Par exemple, on n'a pas d'objectifs globaux dans l'entreprise, puisque en tous les cas, moi, je pense. Alors, on est dans des métiers un peu particuliers, hein, le bâtiment, c'est qu'on fait un chantier. Voilà. Donc, chacun sait qu'il doit faire son chantier en temps et en heure, et puis du mieux possible. Mais je fixe pas d'objectifs globaux. Je considère que si les gens font bien ce qu'ils ont à faire, il n'y a pas de raison que l'entreprise soit performante. Et surtout pas d'objectifs de chiffres, de rentabilité, etc. Voilà. Donc, un exemple, hein, enfin, nous, en 2018, ouais, c'est ça. On a reçu le prix de la meilleure reprise d'entreprise et on a été reconnu comme entreprise socialement innovante. Voilà, depuis que j'ai repris en 2012, c'était 14 personnes. Aujourd'hui, il y a 27 personnes sur Pontarlier. J'ai créé une agence sur Besançon et je viens de reprendre une entreprise sur Dijon. Donc en fait, si on considère que on donne les moyens aux gens de bien faire leur métier et qu'ils sont responsables, eh ben, je pense qu'il n'y a aucune raison que, au bout, on n'ait pas de la rentabilité, voilà, il n'y ait pas des résultats. Il y a aucune raison. Axel, tu as une question sur par rapport à l'adaptation des horaires, si vous les avez mis en place sur les salariés sédentaires ou éventuellement votre accueil client, c'est-à-dire accueil téléphonique, ou ça ne touchait que les équipes en chantier? Alors, ça touchait essentiellement les équipes en chantier, mais euh, je dirais que par la suite, enfin, ça touche aussi les administratifs. Alors effectivement, l'accueil téléphonique, après, il y a des besoins dans l'entreprise, il faut qu'il y ait un accueil téléphonique de 8 heures à 18 heures. Après, autour de là, il faut s'organiser, puisqu'effectivement, il faut qu'on soit en mesure de répondre aux clients, hein. Si on ne répond pas aux clients, plus d'entreprise, quoi. Et donc, voilà. Et c'est, en tous les cas, notamment autour de ça, à chaque fois, j'explique aux gens le comment du pourquoi. J'essaye de toujours. Je ne me justifie pas, mais j'essaye de donner les tenants et les aboutissants. Et donc, à aujourd'hui, euh, tout ça fonctionne plutôt pas trop mal. Euh, ce qui nous manque, par contre, contrairement à Thierry, c'est la gouvernance participative. Et là, aujourd'hui, je travaille autour de ça. Parce que en fait, j'ai commencé pratiquement, enfin j'ai commencé seul, c'est pas pratiquement, et aujourd'hui, ben, j'ai une petite équipe de deux-trois personnes autour de moi avec qui je dirige, avec qui j'ai entièrement confiance, je partage plein de choses, mais pas suffisamment à mon goût encore. Donc j'essaye maintenant d'élargir autour de la stratégie, hein, vers quoi on va aller, par exemple sur des croissances externes ou pas, est-ce qu'on les fait pas, voilà, donc j'en suis, enfin je commence sur cet aspect-là. Et du coup, le système pontisalien, il est facilement transposable à Besançon ou pire à Alors Dijon. là, ça, c'est la grande question. Bon, je dis pire à Dijon parce que je sais qu'il y a quelques Dijonnais parmi nous, donc c'est juste pour les Oui. assister, hein. Euh, en tous les cas, alors la réponse est non, ça c'est clair, parce que les gens sont différents, voilà, les attentes sont différentes, et les attentes sont différentes. Euh, voilà, effectivement, quand je suis arrivé à Dijon,
je me suis dit, bah écoute, le système marche plutôt pas mal, on va essayer de mettre ça en œuvre. Et là, par contre, voilà, gros souci, enfin des soucis, voilà. Mais si vous voulez, c'est ce que j'ai rencontré même à Pontarlier au fur et à mesure, c'est que globalement, sociologiquement, les gens sont pas prêts à ça, hein. Le système éducatif nous y prépare pas, l'accompagnement parental non plus. Enfin, quand je dis éducatif, hein, que ce soit les parents ou l'école. Et puis, on a toujours un référent, et en fait, c'est le référent qui fait plus que nous accompagner, qui nous montre la voie, qui nous guide tout le temps. Et quand on arrive là, bah, les gens ont des attentes. Voilà, donc à Pontarlier, ça s'est fait progressivement. Ici, j'ai voulu le mettre en place de suite. Je pense que je suis allé un petit peu trop vite. Et Ouais. donc maintenant, je fais enfin, un peu marche arrière. Je ne veux pas dire ça, mais parce que j'ai vraiment la volonté d'aller dans ce sens-là. Certains l'ont compris très vite, ont adhéré tout de suite. C'est-à-dire qu'après, ce que j'observe, c'est que c'est relativement binaire. C'est ce que disait Thierry tout à l'heure, hein, toi aussi, Serge, c'est vrai que dans ce type d'approche, ça match ou ça matche pas. Ouais. Par contre, ce que j'observe, c'est pas obligatoirement une question d'âge. Et là, on est plutôt surpris. Parce que même des gens qui ont plus de 50 ans adhèrent très bien. Je pense que c'est vraiment une philosophie de vie, en fait, hein, pour dire ce que disait euh, Malua, hein, c'est une philosophie, une volonté intrinsèque de comment j'ai envie de mener ma vie et donc comment j'ai envie d'être aussi dans mon espace de travail. Voilà, mais par contre, oui, c'est pas aussi simple et aussi facile que ça. Ça demande de l'accompagnement parce que, voilà, moi, j'ai pas été accompagné, hein, c'est une volonté que j'ai intrinsèquement au fond de moi et c'est ce que j'ai envie de mener à bien. Et voilà, il faut que je trouve des solutions pour amener les gens dans cette voie, quoi. Mais et je pose la question à tous les trois. Là, sur le tour de table, on a des chefs d'entreprise, on a des consultants. Si demain, on devait convaincre, non, convaincre, j'en sais rien, quel est le mot qu'on dirait à un patron pour que le truc se déclenche dans sa tête? Alors moi, ce que je dis toujours, la première des règles, c'est d'être en adéquation avec soi-même. Mhm. C'est-à-dire que le choix, le mode de gouvernance, le mode de management que vous voulez mettre en œuvre, c'est qu'il soit cohérent avec ce que vous êtes et ce dont en quoi vous croyez. Quelqu'un, enfin, je donne souvent l'exemple de ça, qui est un exemple extrême, mais quelqu'un qui croit au mode de management tyrannique, hein, comme on peut en trouver, faut pas qu'il cherche à faire de l'entreprise libérée, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, s'il a envie d'être un tyran, il a le droit, mais faut croire en ce qu'on croit. Alors que si on a la volonté de le faire, après. Mais je crois que la première règle, c'est ça. Enfin, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est avec ce que j'ai dans mes tripes et ce que j'en pense. Voilà. Ouais. Thierry? Ouais, je ne sais pas si, enfin, je vous donnerai une première règle ou autre, mais un des éléments, en tout cas, ça peut être aussi pour un chef d'entreprise qui a envie de aussi d'aller au travail pour le bonheur au travail. Donc, on est chef d'entreprise, on est motivé, on a de la passion généralement, mais à un moment donné, surtout au début, puis on dit, moi j'ai créé l'entreprise à 30 ans quand même, donc ça s'effrite un petit peu, potentiellement. Et si on a envie de se recentrer un petit peu sur ses vraies valeurs ajoutées dans l'entreprise, sa propre valeur ajoutée personnelle, c'est une bonne démarche parce que on va identifier les zones, si vous voulez, d'offres de valeur, de services qui doivent être rendus dans l'entreprise et qui peuvent être réalisés par d'autres que soi-même, et souvent mieux. On leur laisse le faire. Et du coup, ça nous libère du temps. Moi, typiquement, j'avais aussi une frustration de ne pas avoir assez de temps pour m'occuper des aspects, on va dire, organisationnels. Enfin, pas organisationnels, plutôt business model. Business model global, noyé par le quotidien, hein, les 70 heures de boulot par semaine, bon, ok, c'est bien, mais faire du business model, c'est pas, tiens, quand j'ai une demi-heure de disponible, c'est pas possible. Il faut plus de temps. Bon, comment on gagne du temps? On gagne du temps. Les journées, elles ont 24 heures. Et c'est pas non plus en disant qu'on recrute, parce qu'on ne peut pas non plus recruter comme ça. Il faut pouvoir le financer. C'est en s'organisant et en donnant la chance aux autres de réaliser certaines des tâches qu'on fait
on ne se rend même pas compte que finalement, on les fait, on sait bien les faire, pas de problème. Mais bon, on n'a pas une grosse valeur ajoutée. Donc voilà, ça c'est un élément. Alors, ce n'est pas exactement la réponse à ta question, quel est le point clé. Mais j'imagine qu'il y a d'autres chefs d'entreprise qui peuvent être dans cette situation-là. Et c'est une bonne marche, un bon moyen d'y arriver. C'est vrai que quand on écoute les chefs d'entreprise qui se sont engagés dans cette démarche-là, et c'est plutôt rassurant parce que vous n'êtes pas rentré par cette porte, je vais dire, c'était un risque, c'est que tous sont à peu près la même, ils ont tous des motivations un petit peu différentes, mais très proches de ce que tu dis, Thierry. Finalement, c'était gagner du temps et de la liberté, me retrouver moi-même en tant que patron, quoi, en tant qu'être humain dans une organisation. Et tous font le constat que la productivité et le chiffre d'affaires sont une conséquence de leur démarche, mais n'étaient pas du tout un objectif. Parce qu'il y a d'autres moyens d'y accéder. Voilà. Si on veut faire du chiffre d'affaires, si on veut augmenter la productivité, il y a la boîte à outils, elle est multiple. Ça jamais... En revanche, ça a toujours été une conséquence. C'est-à-dire, et on l'a vu pendant la période de crise, même en 2008, là, quand les boîtes s'effondraient de tous les bouts, les entreprises qui avaient ces modes de management affichaient des taux de croissance à 2 chiffres, c'était quasiment insolent, quoi. Mais ça, parce que leur boutique, elle fonctionnait, quoi. Et ce que tu as dit tout à l'heure, Thierry, en intro, je l'ai noté parce que c'est une vraie question d'actualité. Tu as dit la crise sanitaire n'a eu aucun impact sur mon activité, ce qui ne m'étonne pas, parce que l'autonomie, c'est les mots que vous avez cités dans le premier nuage de points, hein, parce que l'autonomie favorise effectivement la continuité d'activité et que du coup l'entreprise devient très agile pour s'adapter à des situations de crise, quoi. Maintenant, Axel, je ne sais pas si les chantiers ont subi l'effet Covid. Alors, nous, on a eu deux aspects, effectivement, hein. Il y a eu l'aspect chantier où là, ça a été un arrêt total, hein, comme ceux qui produisent globalement. Par contre, la contrepartie, c'est que tout ce qui était administratif et bureau d'études, personne s'est arrêté. Il y a eu 0 jour de chômage partiel. Ouais. Et par contre, nous, ça a été une opportunité parce que pendant cette période-là, on a pris des marchés et des beaux marchés. Voilà. Les gens prenaient leur PC, allaient travailler chez eux. En fait, sur l'administratif, il y a eu zéro. Donc voilà. Et puis après, on est reparti assez vite, en tous les cas sur Pontarlier, parce que les gens voulaient travailler, quoi. Donc on a eu 3 semaines. Voilà. Donc je dis pas que ça n'a pas eu d'impact, ça a eu un impact, mais qui est quand même minoré. Et c'était surtout la volonté des gens de reprendre l'activité, quoi. Quelquefois, il fallait même les freiner. Mais pour compléter aussi un petit peu ce que disait Thierry, c'est vrai que se dégager du temps, en fait, quand on est dans ce type de management, hein, enfin, le fait d'accorder beaucoup de confiance et de déléguer, hein, quand je disais que je valide rien, enfin, si on n'a pas de valeur ajoutée, mais ça apporte un vrai confort et puis de se permettre de se concentrer sur le développement de l'entreprise, quoi. Serge, enfin, il y avait une des questions, savoir est-ce que tout le monde est embarqué dans le système. C'est vrai que le terme confiance, il est important. Alors moi, c'était assez facile parce que je suis d'un naturel plutôt confiant. Bon, même peut-être certains disent naïf, trop de confiance. Bon, mais c'est un prérequis, quoi. Et c'est vrai que dans l'équipe, certains, ce que j'ai appelé des piliers tout à l'heure, c'est pas des managers, c'est pas des chefs, hein, ont du mal à accorder la confiance parce que il y a eu par le passé tel ou tel truc qui ne s'est pas passé comme ça aurait peut-être dû. Ok, mais donc c'est vrai que la notion de confiance est importante pour que ça marche, pas seulement pour nous qui initions les démarches, hein, mais aussi après dans les équipes. Et quand on a fait, enfin, je dirais, c'est vrai que potentiellement, certaines personnes qui n'étaient pas dans ces démarches-là, qu'on embaucherait, bon, elles ne se sentiraient pas à l'aise et puis elles partiraient d'elles-mêmes très rapidement, quoi. Donc, je pense que ce serait vraiment très, très net, quoi. Merci. Y a-t-il une question? Bon, Yvon nous bouger un an, il a épuisé son temps de parole. La question ultime que vous aviez envie de poser à nos 3 Lascars, profitez-en.
Lève la main parce que je ne sais pas où elle est. Je peux poser une Ouais, question? vas-y, Malia. Oui, parce que En fait, moi, ce que je trouve hyper intéressant dans les deux témoignages qu'on a, celui de Thierry et d'Axel, c'est qu'on a deux approches complètement différentes. Une qui est très structurée via l'allocratie, on va dire, et une, alors je mets des guillemets, hein, qui est, comme a dit Axel, beaucoup plus, on va dire, intuitif et moins structuré. Et justement, une entreprise qui se dit, bon, ben, par quoi je commence, comment je fais, quels outils, comment fonctionner, que mettre en place. Et aussi, j'avais posé une question dans le chat, est-ce qu'il peut y avoir en allocratie, en fait, différents niveaux d'intégration? C'est-à-dire que l'intégration, dans un premier temps, je sais pas, comme tu as dit, Thierry, au niveau des réunions, du mode de fonctionnement, et qui va peut-être de la base au niveau du fonctionnement, on va dire, du quotidien, jusqu'après un niveau beaucoup plus élevé de gouvernance globale de l'entreprise. Donc, c'était deux questions un petit peu que je voulais vous adresser. Alors, effectivement, je dirais que tout le monde n'embarque pas à la même vitesse, ce que je disais tout à l'heure, et on a aussi formé, alors il y a un rôle qui n'est pas un rôle métier lié à notre activité à nous, plus qu'une activité, une autre activité, c'est un rôle de facilitateur. Alors, on pourrait dire quelqu'un qui anime des réunions, bon, un facilitateur, c'est celui qui va plonger un peu plus dans les règles du jeu. Comme je disais, c'est structuré, c'est qu'il y a des règles du jeu, tout simplement, qui sont écrites, qui sont très claires, qui sont éprouvées, qui permettent de mettre en branle déjà tout ce mécanisme. Donc, ils ont cette responsabilité-là. Donc là, on a dans l'équipe, donc on est 30, on a formé 4 facilitateurs. Pour tout dire, moi, je ne voulais pas me former facilitateur. Bon, on m'a dit ici, en tant que patron, il fallait que je le fasse, ne serait-ce que pour voir, pour savoir, mais je ne facilite pas les réunions, je suis juste remplaçant. D'accord ? C'est que quand il y a les deux types de réunions dont je vous ai parlé, de gouvernance ou de synchronisation, on va dire, elles sont facilitées par l'un des 3 autres, selon leur périmètre, on va dire. Et puis, moi, c'est juste, je vous dis, je l'ai fait sur cette année, j'ai dû en faire 4 des réunions. Vous voyez, il y a 50 semaines, on va dire 4 équipes, ça fait 200 petites réunions de synchronisation pour traiter tous les sujets de l'entreprise. J'ai dû en faciliter 4. Bon, voilà, donc ils ont été formés. Donc là, pour bien comprendre les concepts, donc là, c'est de la formation un peu poussée, on va dire, sur le sujet, pour qu'ils maîtrisent bien la démarche, la technique des réunions, qu'ils sachent aussi bien stopper les écarts, parce que s'ils ne sont pas là, le naturel revient vite, de réagir tout de suite, par exemple, si on prend que ce cas de figure, il n'y a pas que ça. Donc, ils ont autorité pour dire stop, quoi, à tout le monde. D'accord ? Et les facilitateurs, ce ne sont pas des anciens managers. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas le chef qui dit stop. C'est la personne qui a été formée et elle va dire stop à son. Typiquement, dans l'équipe informatique, le facilitateur, c'est un des développeurs et celui qui pilote, on va dire, qui affecte les ressources, qui priorité, donc on appelle un leader d'équipe, qui n'est pas responsable hiérarchique, mais qui est là depuis quand même 20 ans dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il peut assurer ses rôles d'organisation, de priorisation, d'affectation des ressources. Et le collègue qu'il a recruté il y a 4 ans a autorité pour lui dire stop, tais-toi. C'est pas ton tour, c'est pas le moment. Attends le tour. Il ne va pas lui dire tais-toi, mais il lui rappelle juste attends, là on n'est que dans le tour d'explication. C'est pas encore la réaction. Ah oui, ok, désolé. Et puis c'est tout. Et donc voilà, ces gens-là sont effectivement formés plus que les autres. Les autres, la formation, je dirais la formation, entre guillemets, elle est théorique. La démarche, c'était une demi-journée. Non, c'est pas beaucoup. Et après, c'était la mise en pratique. Okay, on est passé directement dans la mise en œuvre des réunions et puis de voir comment ça marche. Alors, les premières, c'était un peu surprenant. Voilà, mais
Donc, au début, ce qui est bien dans cette démarche, comme c'est strict structuré, c'est effectivement c'est quelqu'un de l'extérieur qui pilote, donc ça passe mieux de se faire couper la parole, de dire non, t'as pas. C'est plus simple que quand quelqu'un d'interne. Clairement, ça montre les règles du jeu. Puis après, c'est le collègue qui le fait. Ben voilà, c'est la façon de faire. Tout le monde l'accepte. Donc, il y a plusieurs niveaux de compétences, effectivement, de connaissance de la démarche, qui est écrite dans un recueil de règles du jeu. On va appeler ça une constitution, enfin, peu importe le terme. C'est pas, mais toutes les choses sont très précises. Et on se réfère à cette constitution. Donc, il y a des rôles, il y a différents rôles de ce type-là. Il y a un rôle de secrétaire, par exemple, pour saisir tout ce qui se fait, tout ce qui se dit pendant les réunions en live. Mais ce n'est pas une page blanche, encore une fois, c'est dans des zones bien structurées. Et ce secrétaire, il a aussi, c'est pas juste quelqu'un qui prend note, si jamais il y a un conflit sur l'interprétation des règles, c'est lui qui a l'autorité. Donc lui, le secrétaire peut dire si le facilitateur énonce quelque chose et que le collègue pense que c'est pas bon par rapport à la démarche, on se réfère au secrétaire et puis c'est lui qui acte. Et puis, si jamais on se rend compte que c'est pas bon, rien n'est jamais définitif. Ça bouge tout le temps. S'il n'y a pas d'objection majeure, on avance. Et une objection, elle doit être justifiée. C'est-à-dire quand quelqu'un apporte une proposition d'organisation, d'amélioration, donc là je parle de réunion de gouvernance, on fait un tour d'objection à la fin. Si une objection qui est proposée, il y a un petit questionnaire, alors il y a 5 questions pour vérifier que l'objection est valide. Et c'est des questions toutes bêtes, du genre, est-ce que si on... Alors, c'est pas dit comme ça, mais une des questions, c'est est-ce que si on essaye, ça va remettre en cause l'entreprise? Non, ça va permettre. Alors, c'est pas juste à mettre en cause l'entreprise, mais est-ce que ça va poser des points de blocage dans le fonctionnement de l'entreprise? Non, ok, on essaye, on y va. Puis si on se rend compte qu'au bout de 3-4 jours, finalement, ça ne va pas, on peut reprovoquer. Tout le monde peut reprovoquer une réunion physique synchrone pour dire, finalement, ça ne va pas, on fait une autre proposition. C'est quand on amène des éléments, ça doit aussi être basé sur des faits. C'est pas on amène un truc comme ça théorique. Quel est le cas concret? S'il n'y a pas de cas concret, c'est hors sujet. Quel est le cas concret? Ceci dit, là, il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont moins de choses à dire, qui veulent faire bouger les choses, mais finalement, il n'y a pas de cas. Il n'y a rien. Il n'y a pas de cas concret, c'est pas la peine. On a autre chose à faire. On passe à autre chose. Je note alors, tu es passionné, tu es pénible, Thierry, mais ceci dit, je note quand même dans les dernières phrases que tu as dit un mot qui semblerait être un mot de la fin absolument génial. Tu as dit allez, on essaye, on y va. J'allais rebondir là-dessus. Ouais. L'alimentation, ça c'est aussi le fondement. C'est voilà, oui, on essaye. Ouais. Et on essaye, on y va. Je crois que ça résume bien finalement ce qui pourrait ressortir des échanges de ce soir. C'est-à-dire, en fait, ce qui va compter essentiellement, ça va être les tripes du chef d'entreprise et du niveau de confiance qu'il a dans ses équipes. Et après, quand on est au bord de la falaise, c'est comme qu'on apprend à faire du parapente, quoi. Tant qu'on n'aura pas sauté de la falaise, on ne saura pas si c'est bien ou pas, quoi. Mais voilà. Mais après, on sait que, d'après ce que j'ai compris, on ne revient pas en arrière, quoi. On ne revient pas en arrière, comment? Si tu reviendrais à un mode de fonctionnement tout très traditionnel et taylorien de ton entreprise. Non, pardon. Non, par rapport au cas concret, il y a une problématique. Si on essaye, voilà. Mais si on essaye, on se rend compte que ça ne va pas, on peut revenir en arrière. Je ne parle pas de revenir sur la démarche. Voilà. Un autre concept qui mériterait un débat complet, qui est effectivement le droit à l'erreur, qui est inscrit dans les organisations agiles, qui devrait être inscrit partout, et qui n'est pas du tout, alors là je rejoins ce que disait Axel tout à l'heure, et Malua sur la notion d'éducation, droit à l'erreur, qui n'est pas du tout dans notre éducation, mais dans nos gènes de petits Français quand même. C'est sale, c'est pas bien, quoi. Alors,
Ceci dit, quand même, pendant que vous parliez, moi j'ai travaillé et j'ai sorti les résultats de la session Kiki quand même. Hein, et, et on a eu quand même un taux de participation intéressant. Je vais vous repartager ça. Allez, vas-y. Vous avez le grand jeu là? Oui, oui. Ouais. Donc normalement, si on fait afficher le podium, notre trio gagnant est Mélodie, Christelle et Yvon. Et donc, du coup, les deux gagnants de ce soir sont Mélodie et Christelle. Je crois qu'on peut applaudir quand même ces deux gagnants. Je vous donne pas les résultats. Si vous voulez voir tous les résultats, non, vous les avez sur votre ordinateur, là, je pense maintenant. Hein, que je les ai... Vous y avez accès directement ou pas? Oui. Ouais. Là, on a ton Outlook. Donc, Christelle est toujours là. Mélodie est-elle toujours là? Oui. Donc, on a vos coordonnées, on vous recontactera, puis on vous mettra en relation avec Thierry et Axel pour voir si ça peut vous intéresser de vivre une journée avec un manager libéré, avec peut-être quand même une petite exigence de notre part, c'est que si vous le faites, si vous allez jusqu'au bout, ce qui serait sympa, c'est 10 lignes, une petite photo pour intégrer le site du MFQ. Et là, je pense que Camille en sera ravie de pouvoir récupérer de la matière vivante du vécu de nos deux pionniers qui vont aller fréquenter des garçons aussi peu fréquentables que Thierry et Axel dans leur quotidien. Il fera monter dans le Houdou, hein, il y a de la neige. Hein. Mais vous planifierez ça quand ce sera le mieux. C'est vrai que vous êtes les deux, hein, vous le faites exprès quand même, les garçons. Ouais. Alors, moi aujourd'hui, je suis pas dans le Houdou, donc j'ai pas cette problématique-là. Ok, et ben, enfin, moi j'ai pris mon pied. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter ces témoignages. C'était pas, Oui, c'était du vivant, hein, c'était du vécu. J'espère qu'on aura encore ce genre d'échange dans ce genre de structure et que le débat pourra se poursuivre lors d'autres ateliers. Mais à mon avis, c'est voilà. Je pense que le terreau de la Bourgogne-Franche-Comté est extrêmement propice à ce genre de démarche. Hein. On sait qu'on a à peu près aujourd'hui une quinzaine d'entrepreneurs qui ont été détectés comme étant des sales gosses libérateurs dans leur structure. Donc il y a quand même voilà, un vrai mouvement et un vrai terreau dans notre région. Et je pense qu'il va falloir qu'on trouve les moyens effectivement de partager, de communiquer encore plus sur ces approches managériales, pas forcément nouvelles, mais nécessaires. Quoi. Oui, alors je rajouterais une chose, Serge, si tu me permets, c'est Oui, qu'effectivement, à aujourd'hui, enfin, depuis le temps en fait qu'on fait des réunions avec Thierry et tout ça, enfin, il y a des entreprises qui sont identifiées sur la Franche-Comté, sur la Bourgogne, s'il y a des Bourguignons, je suis preneur, voilà, parce que un point très important, c'est dans ces types d'organisations, on s'enrichit les uns les autres, hein, même si on a des modèles qui sont complètement différents, mais la grande force, c'est ça, et c'est de pouvoir échanger, quoi. merci Anne-Marie. Ultéria en Bourgogne. On va aller toquer à la porte. À moins que Corinne Schross les connaisse déjà, parce qu'elle était toujours avec nous. Non, je ne sais pas. Eh bien, oui, je suis toujours là. Je pensais à Maurice Wood, que nous avons accompagnés sur Lyon. Donc ils sont à côté d'Auxerre. est-ce que Corinne, on n'a pas entendu le nom de l'entreprise que tu as dit? Alors, je l'ai inscrit dans Ouais, le ouais, ce sera mieux. Ok. Ah, Mobilewood, ok. Bon ben, mesdames, messieurs. Ah oui, ça, oui, j'ai entendu. Ouais, ça me Ouais, dit quelque chose. Ouais. ouais. Donc, à nous de monter un grand réseau bourguignon franc-comtois des managers en avance et
Et entre les MFQ et la fabrique Spinoza, je pense qu'on peut faire du réseau intéressant à FQP, qui est également autour de la table, faire un réseau intéressant sur cette dynamique-là, quoi. Oui, c'est important. Ouais. Excellente soirée, merci à tous. Merci. Salut. C'était très Bonne riche. soirée. Salut, merci à tous. C'est l'heure de Salut. l'apéro maintenant. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée.